Voilà, super. C'est le CLOP. Exactement. Vous pouvez donner la date d'aujourd'hui, Michel? On est le 1er novembre 2021. Et, et votre date de naissance? C'est le 5 juillet 1944. D'accord. Et la première date est importante parce que maman était née le 1er janvier 1921. Donc elle aurait 100 ans, bientôt déjà 100 maintenant. C'est l'année également de naissance de Brassens. Elle avait l'âge de Brassens finalement. Mais il est parti bien plus tôt qu'elle. Tout à l'heure, vous m'aviez dit que ça vous rappelait quelque chose. Ça me rappelle, quand on s'est connus, il y a une quinzaine d'années, j'ai posé pour vous à l'École nationale supérieure des beaux-arts, quai Malaquais, pour un tableau qui est toujours accroché ici, voilà, qui fait partie de ma vie donc, et c'était une séance de pose pour moi, dans les combles de l'Enzba, je me souviens. Ça vous a fait quoi à l'époque de poser Ah, c'était, je trouve, j'aurais été artiste moi-même, malheureusement je n'avais aucun don pour aucun art, mais je les apprécie malgré tout, mais en simple amateur. J'aurais aimé faire des autoportraits, par exemple. J'aime beaucoup les peintres qui font des autoportraits. Et là, j'étais content d'avoir un portrait de moi-même. C'est une belle tradition qui remonte aux Flamands, à la Renaissance. Ça fait penser à Dürer et à combien d'autres. Donc voilà, je me sentais honoré de poser moi-même, de servir de modèle finalement. Voilà. Et votre relation avec l'art, vous pouvez raconter un petit peu comment c'est venu? Ben, c'est-à-dire, j'ai eu un grand-père qui aimait beaucoup la musique classique, mais il est mort quand j'avais 4 ans et demi. S'il avait vécu plus longtemps, je crois qu'il aurait pu... il avait été élevé chez les frères des écoles chrétiennes, s'il n'y avait pas encore les écoles de la Troisième République. Et ce grand-père paternel, qui a construit la maison que j'ai toujours en Haute-Garonne, son plaisir, c'était d'aller écouter du bel canto au Théâtre du Capitole de Toulouse, au moins une fois par an. Il y avait déjà des trains, on appelait ça des Michelines, dans mon petit village, qui accédaient à Toulouse, c'est à 80 km. Voilà. Donc lui, j'ai compris par lui que j'ai hérité de la musique, mais évidemment, je n'ai jamais pratiqué. Voilà. Et après, j'ai fait des études de droit et de Sciences Po, c'est pas du tout pour moi. En fait, j'étais très intéressé par l'histoire et la littérature. Mais je ne voulais pas enseigner parce que je savais que je n'avais aucun don, aucune fibre pédagogique. Et j'avais eu des professeurs très chahutés. Donc voilà, c'est en arrivant à Toulouse d'abord que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des musées, de belles églises, il y avait des récitals d'orgue de Marcel Dupré à la basilique Saint-Cernin. C'était en quelle année ça? Ça, c'était quand j'avais 20 ans, c'est-à-dire en 64. Hein. 64, 67. Puisqu'ensuite, je suis arrivé à Paris le 1er janvier, c'est-à-dire le 2 janvier 68. Et donc, j'en ai pris pour 18 ans du ministère de la Défense et 18 ans du ministère de la Culture. Et voilà. Et j'ai calculé que quand j'ai pris ma retraite, il y avait encore 18 ans à attendre pour arriver à 100 ans si j'y arrive un jour. Voilà comment je compte. Et au long de votre vie, de quelle manière, quels étaient vos rêves et de quelle manière ont-ils évolué? Je savais que je voulais me libérer des contraintes qu'a subi mon père et puis les ancêtres avant, les contraintes des éléments pour cultiver la terre, faire du blé, du maïs, de la grêle par exemple pour les vendanges. Il y avait toujours un désastre qui arrivait. Et puis je sentais que je n'étais pas fait pour ça. Mais en fait, c'est maman qui avait fait latin-grec au lycée Saint-Cernin de Toulouse, qui avait été pensionnaire des 3 mois entiers sans aller dans son petit village. C'était dur quand même. Et donc, c'est maman qui m'a défendu. Quand papa a vu que j'avais le bac, il disait le petit, c'était déjà moi, il pourrait faire instituteur, professeur des écoles, comme on dit maintenant. Et maman, non, elle préférait vendre des terrains et des vaches pour me payer la faculté, vous voyez. Et c'est comme ça que j'ai pu faire droit et Sciences Po à Toulouse et ensuite arriver dans le ministère parisien. Vous n'étiez pas le fils unique? Non, j'avais ma sœur. Non, une sœur de 18 mois qui était... on était très proches. J'étais un peu son poupon quand j'étais petit. Voilà. Elle a fait quoi, elle, comme parcours? Non, elle, simplement, elle a épousé un gendarme parce qu'elle était secrétaire. Et ils ont fait une vie outre-mer. Elle a vécu à La Réunion, à la Martinique.
en Algérie, et donc ils ont été très heureux à leur façon, quoi. Mais elle n'avait pas de don tellement du tout pour la littérature. Je ne crois pas qu'elle ait jamais lu tout Proust comme je l'ai refait pendant la période de confinement, ou tout Balzac, c'était pas son truc, quoi. Voilà, elle était là pour faire des enfants, ce qui est une très noble mission. Mais je vous avais posé la question par rapport aux rêves, la façon dont ils ont évolué dans votre vie. Parce que vous avez eu probablement des rêves différents à des moments différents. À Toulouse, j'avais ce rêve de partir à Paris, de faire une vie à Paris. J'ai aimé la vie parisienne, qui était plus libre que maintenant, dans les années 70. En fait, je suis resté que 18 mois à Paris et je n'avais pas fait le service militaire qui existait à l'époque. Donc j'ai eu 18 mois de service national aux Antilles. Donc j'ai eu une période antillaise, si on peut dire, où d'ailleurs j'ai rencontré Aimé Césaire dans son bureau de maire, et moi j'étais chef de l'équipement, chef du personnel à la direction de l'équipement de Fort-de-France. Voilà, ça fait des souvenirs pour la vie là aussi. Jusqu'aux périodes de carnaval que j'ai réalisées à Trinidad et Tobago. Malheureusement, j'ai eu un accident avec une voiture de fonction. Il a fallu que je paye la réparation et je n'ai pas pu me payer le voyage au Mexique ou au Pérou qui m'aurait bien intéressé. Je compte bien réparer ça au moins pour le Mexique si j'ai encore le temps d'y aller. Voilà. Et plus tard et au retour, donc, au retour à Paris, eh ben, c'était la pleine vie parisienne des années 70. Voilà. Et je commençais à voyager en même temps. Donc, mon désir, c'est depuis Paris, qui est un peu le cœur du monde, comme beaucoup de grandes villes, de visiter. Alors, ça a commencé par le Portugal, des voyages italiens. Dès l'âge de 14 ans, j'étais parti avec ma grand-mère, ma sœur et le curé de village pour voir Rome. J'oublierai jamais Jean 23 sur la Sedia Gestatoria, porté à bras d'homme comme ça. Il venait de décider le concile, qui n'avait pas encore eu lieu. Et puis Bologne, Florence, c'est des souvenirs inoubliables, ces villes italiennes. Voilà, donc de Paris, voir le monde. Et c'est là que j'ai appris d'ailleurs à connaître dans les couvents. Bizarrement, il m'est resté le goût du vin blanc, parce qu'on descendait dans des couvents de bonnes sœurs qui nous servaient comme ça du vin blanc. J'avais 14 ans ou 15 ans. Mais les garçons du groupe veillaient à m'alimenter en vin blanc comme ça. Enfin, très modérément à cet âge-là. Et aujourd'hui aussi. Voilà. Donc ça m'a donné une envie de... J'ai commencé à comprendre les musées du Vatican. C'est peut-être à cet âge-là que ça s'est un peu décollé. Ensuite à Toulouse. Évidemment à Paris, là, l'opéra, la musique, les musées. Voilà, c'est devenu mon quotidien presque. Et le ministère de la Culture, vous y étiez arrivé à... Là, je devais faire ce qu'on appelle une mobilité. J'y suis arrivé en 88. Donc c'était la période flamboyante de Jacques Lang, on peut dire. Voilà. Donc j'ai failli aller à la direction de la musique, qui m'aurait bien plu aussi, qui était rue Saint-Dominique à l'époque. Finalement, ça a été les musées, et j'ai passé 4 ans dans les bâtiments même du Louvre. Donc c'est impressionnant. Ou d'ailleurs, je voyais l'école des Beaux-Arts l'hiver, quand les feuilles étaient tombées, il y avait une vue magnifique sur la Seine. Donc voilà, et je m'occupais des personnels des musées, donc j'ai connu notamment les grands conservateurs. Et j'ai travaillé d'ailleurs avec Françoise Cachin, dont on annonce l'exposition de Signac, la collection personnelle du peintre Signac, au musée d'Orsay. Je crois que ça va commencer. Ça a dû commencer là, ce mois d'octobre, ça va durer jusqu'en février. Voilà, donc c'est des souvenirs quand je pense à elle. Elle nous a quittés trop tôt. Voilà, et puis j'ai connu d'autres personnalités dans tout ce milieu. Pierre Rosenberg, qu'on voit souvent à Venise quand j'ai la joie d'aller à Venise, etc. Il y a une question que j'aime bien poser, qui n'est peut-être pas forcément la plus facile à répondre. C'est quelle est votre première déception humaine? C'est très tôt. J'ai été trahi dans des relations sentimentales par un de mes meilleurs amis. Un de mes premiers amours m'a été comme ça et je ne m'en suis pas rendu compte. Et j'étais malheureux comme les pierres, je voulais ouvrir le gaz dans ma petite chambre. J'étais encore à Toulouse, là. Donc j'ai eu et c'était un ami de lycée et d'enfance, enfin de l'âge de 11-12 ans. Voilà, donc j'ai été très déçu à ce moment-là. Et j'ai compris que, voilà, on ne pouvait pas toujours compter sur les meilleurs amis. Voilà, ça m'a beaucoup marqué, cette déception. Et puis j'ai survécu, Dieu merci.
Est-ce que ça a changé votre vision Euh, des humains? Dans la relation aux autres, ça a dû me marquer quand même. Après, il y a eu d'autres déceptions, mais la plus forte, ça a été celle-là, parce que j'avais à peine 17 ou 18 ans. Donc j'étais tout tendre. Mm. Et, euh, et à l'inverse, la plus belle surprise humaine? Ben, il m'en arrive encore tous les jours. Je retrouve des amis qui ne m'ont pas oublié. Encore cette nuit, j'ai une invitation dans une librairie pour voir une exposition de photos sur les femmes. Euh, voilà, sur les femmes, ainsi soit-elles. Ça, je trouve que c'est très beau comme. Ainsi soit-elles, ça veut dire que je n'ai pas encore vu l'exposition, j'irai la voir le 11 novembre, le 10 et le 11. Et c'est des femmes qui se laissent, souvent du milieu comédie, mannequinat, c'est des femmes qui se laissent filmer comme elles sont à la cinquantaine, d'après ce que j'ai vu sur Internet déjà, quand j'ai eu ce message d'une amie qui m'a retrouvé après 3 ans d'absence comme ça, après tous les confinements du monde. Et ben, je trouve que c'est beau, c'est les joies de la vie de retrouver des amis qui ne m'ont pas oublié comme ça, malgré la dureté des périodes voilà, de vie en ce moment. Sinon, ben, j'ai toujours eu l'amour de mes parents aussi, la joie de ma vie, c'est que ça donne une base pour la vie, l'amour de ma mère notamment. Mais maintenant, je me sens un peu seul au monde, puisque la famille s'est un peu évaporée quelque part. J'ai bien des neveux, mais les relations sont quand même un peu distendues. C'est pas leur faute d'ailleurs, ils vivent loin d'ici, loin de Paris, et je suis seul de ma famille à Paris. Voilà. Mais les amis sont une base indéracinable aussi. Mais vous aviez une relation particulière avec votre maman? Je crois, oui, c'était plus fort qu'avec mon père. Je devais intimider mon père, c'est drôle à dire, hein, parce que comme il était resté paysan, il avait été au lycée, hein, mais il avait arrêté au brevet des écoles, comme on disait à l'époque. Et je devais l'intimider, et donc autant maman me poussait, me faisait réciter les leçons tout petit, jusqu'en tout cas au début du lycée, autant avec papa, et toujours, elle m'écrivait, elle seule m'écrivait. Je ne crois pas que j'ai une seule lettre de mon père. J'ai encore gardé certaines lettres de ma mère. Non, c'est une base pour la vie, c'est sûr, hein, la relation avec la mère. Voilà. Mais j'aimais mon père à ma façon aussi. Voilà. Je sentais bien qu'on s'intimidait mutuellement, je crois. Mm. Elle est partie en quelle année, maman? Elle est partie à 93 ans, elle est partie en 2014. La douleur pour elle, c'est que ma sœur est partie avant, en 2011, d'un cancer du pancréas qui nous l'a emporté en à peine 1 an. Voilà. Et quand maman est partie, comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Ça a changé. Comme ma sœur était partie, tant qu'elle était. Elle vivait chez ma sœur et mon beau-frère. Et pendant 3 ans, mon beau-frère n'a pas pu la garder, lui-même avait ses propres problèmes. Et donc elle est partie à la maison de retraite. Et là, j'avais l'impression de vivre avec elle à distance. Je l'appelais 3 fois par jour. Je l'appelais entre 11h et midi. Je l'appelais vers 16h. Je l'appelais avant 21h le soir. Voilà. J'avais l'impression qu'on était voilà, à distance. On peut rendre hommage aux moyens de communication pour ça, oui. De faciliter ces liaisons. Voilà. La voix, ça compte. Donc ça a fait un énorme vide. Oui, mais en même temps, ça a été plus dur pour elle certainement de perdre ma sœur. Enfin, elle-même était âgée. Ça, c'est des douleurs. Là, c'était dans la normalité, en quelque sorte. Bon, je savais bien qu'elle allait disparaître à un moment. Les derniers temps, elle a eu sa tête jusqu'à la fin, quand même. Voilà. Et elle est partie sans douleur. Ça, c'est important. Ça me fait toujours penser à ma grand-mère qui s'est tordue de douleur la dernière quinzaine. Et on ne donnait pas tellement de morphine dans les années 80 encore. Et donc, elle réclamait elle-même qu'on arrête. Et ça, c'est un sujet de méditation pour soi-même, de se dire si on arrive dans un état où on ne peut plus se suffire à soi-même ou dans des souffrances hors de proportion, il vaut mieux. Mais pour l'instant, la solution, c'est d'aller en Belgique ou en Suisse, pas encore en France. Une belle histoire qui vous soit arrivée, est-ce que vous pouvez raconter? Quelque chose qui vous remplit de joie? C'est par exemple un beau voyage avec des amis, voilà. Par exemple, un de mes plus beaux voyages, c'est les villes italiennes de Milan, Pavie, le lac de Côme, jusque vers Urbino, qui est le symbole du palais des princes de la Renaissance, Ferrare, la terre de Lucrèce Borgia, retour par Padoue,
et les villas palladiennes. Voilà, ça me remplit de joie. C'était avec de bons amis à l'époque, hein. Notamment une dame qui s'appelle Françoise et qui passe maintenant sa retraite à Toulouse, et on est restés amis. Voilà. Après, c'est plus difficile à dire, il y a des extases sentimentales et voilà, de la vie amoureuse, mais ça remonte à loin, c'était dans les années 70 ou 80. Voilà. Après, il y a l'amitié qui est la plus belle des choses. Voilà. Donc, je constate qu'on peut se faire des amis à tout âge, finalement. Voilà. Certaines disparaissent, on peut être déçu aussi, mais j'ai encore des amis, y compris dans mon petit village. Je connais une dame qui est grand-mère, qui a été grand-mère sur le tard, et voilà, elle fait partie de ma vie depuis combien de temps? Donc j'ai dit que j'avais 77 ans, enfin 14 ans cette année, puisque j'ai ajouté 7 et 7, je vous l'ai dit. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est la relation avec les autres finalement. La belle histoire, c'est les contacts avec les autres. Mais ça peut être tout simplement le tour du quartier. J'adore faire les courses, maintenant plus souvent je suis accompagné, je ne peux pas porter de poids trop lourd, et puis c'est un plaisir de faire en petit groupe ou à deux. Voilà, j'adore parler avec les commerçants du quartier, mais ça peut être la libraire de la rue Rambuteau, comme les restaurants du coin, le boucher, voilà. Le contact avec les autres. J'ai même plaisir à faire les soldes. Non, je ne vais pas donner d'adresse, mais pas loin d'ici, parce que celle qui tient la boutique actuellement, elle est d'origine polonaise. Et comme je suis revenu en Pologne, Cracovie et la région de Tarnów, il y a à peine, c'était juste avant le confinement, donc il y a 3 ans déjà. C'est un plaisir de rencontrer, d'inviter ensuite, de faire des petites tablées, de parler de leur pays, pour ceux qui sont de l'étranger, mais ça peut être des gens de Bretagne ou d'Alsace. J'ai beaucoup d'amis en Alsace aussi. Voilà, c'est les plaisirs de la vie, le contact avec les autres. Vous êtes pas mal apprécié. Mal apprécié. Pas mal apprécié. Récemment, j'ai eu un compliment de ma cardiologue, mais ça je ne peux pas le répéter parce que c'est confidentiel. Et ça m'a fait du bien, maman n'étant plus là pour me dire que j'étais le meilleur, ou presque, enfin ça n'empêchait pas de me dire des petites choses pour me redresser en ceci ou en cela. Mais ma cardiologue m'a donné un compliment qui m'a fait du bien, comme ça. Voilà, on ne se rend pas compte en vieillissant, et voilà. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Non, je ne peux pas le dire, ça. Pourquoi? Allez. Non, elle m'a dit à la fin de la séance, « Vous êtes un homme merveilleux ». Mais ça m'a fait du bien, d'une dame qui me suit en cardiologie depuis 20 ans. Voilà, parce que je raconte mes petites bêtises de voyage, d'envie. Voilà, quelqu'un que je ne connais pas plus que ça, que je vois juste dans son cabinet. Voilà. J'en pense pas moins, je sais bien que je ne suis pas du tout merveilleux, mais que je ne suis qu'un pauvre homme. Voilà. J'aurais dû lui répondre, je ne suis qu'un pauvre homme. J'y pense 1 mois après, vous voyez. Mais c'est Molière qui a raison, nous sommes tous des pauvres hommes et des pauvres femmes. Pourquoi pensez-vous être un pauvre homme? Mais parce que c'est la misère humaine, voilà, tout simplement. Voilà, je vous dis que lisons et relisons Molière, hein, voilà. Je crois qu'en fait, il était né en 1521, comme maman, tiens, je fais un lien. Oui, oui, mais quelques siècles avant. Voilà, et comme Brassens, dont j'ai bien aimé également l'œuvre, Brel, enfin ça c'était les joies, ça reste des joies d'écouter, voilà, ces grandes voix. Mais alors du coup, pourquoi on est des pauvres hommes, de pauvres hommes? Non mais il voulait dire de la misère humaine, voilà, parce qu'on est tous dans des contingences d'âge qui évoluent, de souffrance, voilà. Il voulait dire par rapport aux courtisans qui se surdimensionnaient et qui n'étaient que, voilà, vanité des vanités, tout est vanité, vous comprenez, c'est dans ce sens-là. Oui, c'est la suite de l'Évangile, quelque part, voilà. Nous ne sommes que les pauvres hommes. Et la souffrance? C'est la vie humaine. Mais la souffrance, j'ai beau avoir eu des contraintes, mais j'ai jamais eu de véritable souffrance quand même. Voilà. Des souffrances peut-être... Psychologiques, vous voulez dire? Ben non, parce que, à part ces petites difficultés dont j'ai parlé au tout début, mais non, j'ai pas eu vraiment des déceptions, mais pas de souffrance, ni physique, Dieu merci, jusqu'à présent, ni psychologique. Je me sens bien avec moi-même, je crois que c'est une chance, et j'aime la solitude. J'y pensais en regardant La vie de Brassens l'autre jour.
lui aussi a beaucoup aimé la solitude. Enfin, pour d'autres raisons. Il a une vie complexe, une mère d'origine italienne, un père qui m'a rappelé mon père d'ailleurs. Il communiquait très peu, mais il se disait juste l'essentiel. Il savait qu'il s'aimait quand même. Donc voilà, c'était tout simple et c'était suffisant pour bien vivre, vous voyez. Savoir que. Alors, une autre question. Aujourd'hui, il vous reste des rêves? Je suis prêt à tout, si vous voulez. Donc, j'ai fait un peu le tour de la vie, mais on ne l'a jamais fait totalement. Simplement, j'aimerais continuer de découvrir le monde. Donc, le confinement me gêne un peu. Par exemple, je ne connais pas le Japon. J'aime beaucoup la culture japonaise, et la cuisine d'ailleurs, et les cuisines asiatiques. Je ne connais pas le Cambodge, le temple d'Angkor Wat. J'aimerais voir la Thaïlande dans ses plus beaux aspects. Je n'ai fait qu'un voyage en Inde. Je ne connais pas je connais la Russie italienne à Saint-Pétersbourg, mais je ne connais pas la Russie russe à Moscou. J'ai vu récemment un reportage sur le Kremlin. Il faut qu'une fois dans ma vie, avant de disparaître, alors je ne sais pas combien de temps il me reste peut-être 1 an, peut-être 5 ans, peut-être 10 ans, mais c'est court quand même. Voilà. Mais en tout cas pour Moscou et les monastères Zagorsk, Saint-Vladimir, j'aimerais réaliser ça dans ma vie. Et puis peu importe, si je ne le fais pas, eh bien je serai dans mon petit village, dans l'éternité, voilà, auprès de mes parents. C'est pas un problème. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait courir Michel Barthé? Ah ben je ne peux plus courir depuis 40 ans, je crois, donc je ne cours plus. Je peux encore aller en piscine, mais ça je vais attendre encore la fin des confinements. J'ai eu l'occasion de passer 3 mois aux Invalides il y a 1 an. Il y avait encore le dernier compagnon de la Libération, Hubert Germain, qui avait été mon premier directeur de cabinet de Mesmer, ministre de la Défense, quand j'arrivais rue Saint-Dominique. Là. Et là, je ne vais pas les retrouver parce qu'il vient de partir. Et il va être enterré à Suresnes, je ne sais pas si c'est déjà fait, au Mont-Valérien, parce que c'est le dernier compagnon de la Libération qu'avait créé le général de Gaulle. Donc voilà, rien ne me fait courir. Les livres, la base de ma vie, outre les amis, c'est les livres. Et d'ailleurs, j'aime les échanges. Récemment, j'ai un autre que je n'avais pas revu depuis 5 ou 6 ans, un ancien de la culture, qui m'a conseillé de lire Un début dans la vie de Balzac. Et c'est très intéressant, je ne l'avais jamais lu, je n'ai pas lu tout Balzac finalement. J'ai menti tout à l'heure, je n'ai pas lu tout Proust non plus, j'ai lu 2 fois dans ma vie intégralement La Recherche, mais pas tout Balzac. Donc je conseille, si quelqu'un m'écoute, de lire Un début dans la vie, dont l'ébauche a été faite par Laure, la sœur de Balzac. Et là, on voit l'éclair du génie, ça a été réécrit par le frère Honoré, et évidemment, c'est très honorable ce qu'a écrit Laure, mais c'est génial ce qu'a fait son frère Balzac. Voilà. Donc la lecture, la littérature, la musique aussi, mais quand même, pour moi, les livres, c'est encore plus important. Voilà. Et là, une des joies de ma vie, là, j'attends fin novembre pour avoir l'agenda de la Pléiade. Je suis très Pléiade. J'ai dit ça à des amis récemment, et ils me disent, mais le papier Bible, tout ça. Pour moi, dans un petit appartement, ça ne prend pas de place, et ça permet. Et avec un autre ami, là, je suis en train de me demander si je ne vais pas lire, il y avait un article dans le journal l'autre jour, sur Démocrite, qui s'est mis à rire comme ça, on n'arrêtait plus, on ne pouvait plus l'arrêter, voilà. Et en fait, il riait sur les désordres de la vie, voilà. Et donc, ça m'a donné envie de me payer les anciens Grecs à la Pléiade. Peut-être je vais lire Démocrite en 2022, ça me fera le plus grand bien. Super. Reclap de fin, je ne sais pas si ça existe. Et je vais faire une photo de vous aussi. Non. Si, c'est pour vous. Mais pas avec cet appareil. Si. Si, on peut faire photo aussi. Bien sûr. Alors, attendez. Et maman est là. La petite photo de maman, regardez. Ah oui, mais vous Elle a allez assisté à l'entretien. Vous allez me montrer ça, je vais faire quelques plans. Alors restez comme ça, ne bougez pas, voilà, c'est très bien. Baissez un peu la tête, voilà, comme ça.
Je voulais me frotter les lèvres. Frottez-les. Super. Alors je regarde, ça m'a l'air pas mal. Super. Je n'y connais rien. Je ne sais pas comment vous appréciez le super. C'est de l'essence? C'est de l'essence. Ben oui, le super, on dit, j'y connais rien, Ah oui. hein, je n'ai pas conduit depuis 40 ans. Je suis un peu demeuré, il ne faut pas oublier que je suis un vrai paysan. Ouais, c'est ça. C'est coincé. Non. J'adore faire le paysan. Oui, oui. Vous- J'aurais dû être un valet de Molière. Hein. Vous n'êtes pas très bon hein, en Vous aimez paysan. Molière? Ah oui, en théâtre, hein. C'est vrai. C'est elle, c'est toujours Mija. Vous me donnez envie, peut-être que je vais la retrouver sur Google. C'est merveilleux, l'informatique. Et c'est elle qui a fait, comme son mari, Jean, il s'appelait, venait de mourir, elle a fait poser son propre frère, voyez, pour faire la lutte de l'ange, qui est là. C'est elle aussi, là, voyez, un peu inspirée de Delacroix. C'est émouvant, je trouve. Voilà, Mija. Ça, c'est un autre artiste qui est d'origine angolaise, qui a été footballeur sous Mobutu, parce que ses parents avaient fui quand il avait 3 ans à peine. Il s'appelle Franck Lodangi, et maintenant il expose à la galerie Anne de Villepoix, vous voyez. Il est très, très coté, hein, il vend à 30 000 €. C'est lui là aussi, les amoureux. Et il y a une ardoise que je lui ai achetée quand il avait exposé à l'UNESCO, mais il n'avait pas la même cote. Voilà. Voilà mes aventures. Ça, c'est ramassé par un ami. Pratiquement, la dame allait le jeter à la poubelle. Et moi, ça me fait penser, c'est un pastel de la fin du XVIIIe siècle, ça me fait penser au dauphin du Temple. En fait, c'est plutôt une petite fille, certainement. Mais on ne sait pas, puisque à l'époque, vous voyez, on habillait les garçons petits comme les filles. Et c'était les filles qui gardaient les garçons jusqu'à l'âge de septembre. Voilà. Il n'y a aucun problème. Ça, Oui, vous voulez que je vous montre autre chose?